Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir, évidemment. Dans un instant, nous allons lire quelques messages, évidemment, pour votre plus grand bonheur. Je le disais tantôt à la une, ils évoluent sur le même terrain. Ils disent avoir donc la même vocation. La défense donc des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Ils ont donc un même interlocuteur, le gouvernement, mais ils ne s'entendent jamais. Il le dit ce matin, Jacques Léo Aleno. Nous pouvons même dire qu'ils se détestent. Pourtant, il y a quelques mois, ils faisaient donc bloc contre ce qu'ils appelaient les syndicalistes fabriqués, comme Feu Ibrahima Fofana et Jean-Louis Mbassouma, ils apprennent ils appartiennent à l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Ils portent donc la parole des et Société d'assurance donc de Guinée. L'autre défend les enseignants de Guinée. Abdoulaye Sow et Aboubacar Souma acceptent de confronter donc leur idée ce matin. Adafo Média leur donne donc l'occasion d'aborder les questions des négociations syndicales, des salaires et des problèmes qui minent l'USTG depuis 4 ans. Maintenant, il faut le dire, on en parlait donc en début de semaine dans cette émission. La deuxième centrale, la plus importante du pays, est donc éclatée aujourd'hui en deux factions, tout comme donc le syndicat libre des enseignants de Guinée. Nous essayons de comprendre avec nos deux invités, mesdames et messieurs, débat exceptionnel à suivre ce matin dans ce numéro des Grandes Gueules. Abdoulaye Sow, il faut le rappeler, secrétaire général de l'USTG, et monsieur Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG. Ils seront ce matin chez nous dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Nous allons essayer donc de partir maintenant avec quelques réactions des auditeurs. Si vous le voulez bien, avec ces auditeurs, ils sont très nombreux ce matin à réagir. Avec évidemment le premier, comme hier, Ibrahim C qui nous écrit ce matin: bonjour les Grandes Gueules, les richesses du sous-sol guinéen doivent d'abord profiter aux Guinéens. Un bond dans cette direction a été obtenu par la nouvelle loi sur les sociétés minières, mais sans vigilance donc du gouvernement, et ce sera peine perdue et retour donc à la case départ. Dommage. Ibrahim C du côté de Dixine qui nous envoie ce message. On reste avec Afamoussama Kadiabi aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. 14 janvier 2021, 13 ans d'existence pour la radio Espace. Merci d'offrir donc à la Guinée l'une des meilleures entreprises du pays et le meilleur canal d'information et de communication du pays. Espace est devenu une marque pour les Guinéens. Comme disait un vrai Jean, si tu n'écoutes pas Espace, tu n'es pas informé. Bon anniversaire à tout le personnel et merci beaucoup à Famoussama Kadabi qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage cette fois-ci avec les twittos. Ils sont très nombreux aussi à réagir de ce côté avec Kabine Condé. Merci à Mamadou Ouri Bari qui nous écrit: bonjour les GG, amicalement à vous. À mon avis, il faut qu'il y ait une entente entre nos différentes centrales syndicales pour une meilleure visibilité de nos travailleurs et une parfaite cohésion entre le peuple et ses mentors depuis Dakar. Il nous regarde à la télévision donc. Khalil Baldé: bonjour les Grandes Gueules. Dites à Souma et So qu'ils ont en main le destin des enseignants qui les ont porté confiance. Les primes tardent et jusqu'à présent dans l'enseignement technique. Donc pour l'instant on n'a pas encore abordé le sujet. Donc je pense que du côté de la régie vous devez vraiment vous consacrer évidemment au sujet que nous avons abordé en début avec Ibrahima Souri Kouyaté aussi qui nous écrit: la dépénalisation donc du délit de presse en Guinée est un gros leurre. Les journalistes se font trimballer en justice en toute impunité. La solidarité entre confrères c'est bien, mais il faut des actions fortes pour éviter le pire à l'avenir. Merci beaucoup. On reste avec Soto Trossi. Lui c'est Abou Poutine Banco qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules, je précise que c'est le délit de presse, voilà. Faut dire s'il te plaît, voilà. Je précise que les délits de presse qui est dépénalisé, mais les crimes de presse au nom de la liberté d'expression de la presse sont jugés sur la base du code pénal. C'est Abou Poutine Banco qui nous envoie ce message, voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit: toujours dans un pays, ok, ça il parle des syndicats, pour l'instant on n'a pas abordé le sujet. Merci beaucoup à cet autre aussi qui nous écrit: Mohamed Al-Sila: bonjour la plus lionne des radios, moi je ne suis pas d'accord
d'accord avec cette loi parce que les journalistes ne sont pas plus que les autres citoyens. Quand ils commentent faute sur les citoyens, ils doivent être sanctionnés. C'est condamnable. Hashtag espace GG. On reste avec Fodé Abbas Yula aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Qu'on juge les journalistes sur la base du code pénal sans faire recours à la loi L002 ne donne l'impression que la liberté d'expression et d'opinion sont en train de devenir sélective en Guinée. Hashtag espace GG. On reste avec ce autre aussi qui nous écrit bonjour Lamine. Depuis fort longtemps, ils se battent pour faire taire les journalistes qui sont prêts à dénoncer ou donner la chance au bas peuple de s'exprimer. La liberté d'expression est la reine mère de la démocratie. Soutien total aux journalistes. Hashtag espace GG. Nous avons le patriote découragé aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. La liberté est un état d'indépendance où l'on est délivré donc de toute soumission. Que demander de plus qu'une justice juste dans ce dossier. Force et courage donc à tous les journalistes qui osent dénoncer et aller à la recherche de la vérité. Merci à vous, Kamara Mori, qui souhaite donc joyeux anniversaire à Radio Espace Guinée. Aujourd'hui, évidemment, Marie-Louise, merci beaucoup Marie-Louise aussi. Et Marie-Louise, évidemment, l'épouse de feu, Abdoulaye Ba, qui nous écrit aussi ce matin. Merci beaucoup. On continue cette enquête avec vous, mon cher Moïse Silla. Moi, j'aimerais vraiment que le secteur privé guinéen se bouge. C'est pas donné que de s'asseoir dans des bureaux et dire écoutez, nous sommes le levier de développement économique et tout, ou bien de se cacher derrière les textes. Les textes peuvent être beaux, mais s'ils ne sont pas appliqués, ils ne servent absolument à rien. Les ressources que nous tirons de la bauxite, que nous tirons de nos terres, la bauxite que nous transportons tous les jours, ce sont des ressources qui sont non renouvelables. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas comme l'agriculteur qui fait du maïs, qui fait du riz, qui peut le faire à chaque saison. Mais quand il s'agit de la bauxite, vous creusez, vous prenez, c'est-à-dire vous prenez pour les générations actuelles, vous prenez pour les générations futures, vous prenez pour toute la République. Oui. Et après 10 ans, 100 ans plus tard, vous viendrez, vous ne trouverez plus de bauxite là. C'est irréversible. Oui. Alors on ne peut pas jouer avec l'incidence que cela peut avoir sur le développement, sur l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Ouais. Les Guinéens d'abord parce que c'est la loi qui le dit. Oui. Alors, prendre un Guinéen, c'est pourquoi l'autre me disait la fois dernière. Dans le nationalisme. Voilà, non, mais pas du tout. Mais c'est pourquoi l'autre me disait, chaque Chinois a son Guinéen ici. Ils font pas du contenu local. Ils font du contenu chinois. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils se cherchent, puisqu'ils savent ce que la loi dit, ils s'intéressent bien à la loi. Ouais. Alors, ils trouvent un Guinéen, pauvre qui n'a rien. Il dit, toi, tu ne travailles pas. Ouais. Je te mets devant. Ouais. Tu n'es pas propriétaire. Ce sont mes camions. Je te mets devant. Ouais. La loi dit que tu dois avoir... ça doit te revenir 100% parce que c'est le transport de la bauxite. Je ne vais pas te donner 100% parce que ce n'est pas pour toi les camions. Je vais te donner 5% ou 1%. Si tu as de la chance, je te paierai 30 millions par mois. Alors, voilà comment est-ce qu'ils prennent des Guinéens. Et vous le voyez bien fourré là. Il a de grosses ceintures. Il a de gros pantalons. Mais il n'est pas propriétaire. Il est propriétaire de rien. Au fait, c'est une fumée. Comment il s'appelle le directeur, Moussa? C'est Omar. Il devrait être... J'aurais été fier si ces camions, ces 175 camions lui appartenaient entièrement. Ouais. J'aurais été fier de cela parce que c'est un Guinéen. Mais ce n'est pas lui. J'aurais été fier si les entreprises connexes qui travaillent autour de CDM Chine lui appartiennent à des Guinéens. Mouna Sécurité, entreprise Omar Doumbouya. Ces entreprises ne lui appartiennent pas également. Il faudrait que l'on explique à CDM Chine qu'ici nous sommes en République de Guinée et que toutes les entreprises qui ont dû quitter la mine parce que CDM Chine, notamment M. Songoli, s'est mal comporté, il faut que ces entreprises-là, la mine, ces entreprises reviennent. Oui. Il faut qu'elles reviennent et que l'État tape du poing sur la table et qu'on puisse respecter le contenu local. Au moment où je vous parle, le travail de concertation à l'issue du passage des jeunes ici, qui aurait dû être fait par le ministère des Mines, puisqu'ils savent que le ministère des Mines est aux trousses de CDM Chine par rapport au non-respect du contenu local, eh bien, ils ont tout fait pour déplacer le débat au niveau de l'intérieur du pays. Les gouverneurs ont dit non, on va gérer ça entre nous ici. Parce que eux, ce sont les premiers complices. Nous sommes au courant de la réunion qui va se tenir à 11h entre vous et CDM Chine. Nous sommes aux aguets sur ce que vous prendrez comme décision par rapport à l'entreprise. Merci beaucoup. Parce que si cela n'est pas fait, vous tuez non seulement des emplois. Combien de personnes conduisaient ces camions qui ont dû quitter la mine? Combien de personnes? Combien de Guinéens? Oui. Non, mais la mine, oui.
Combien de personnes? Donc ce sont des emplois qui sont en jeu, ce sont des vies qui sont en jeu. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez, en 30 secondes, dis-moi. Il est de la responsabilité de qui de faire respecter le contenu local. C'est l'État guinéen. Donc je pense qu'il faudrait que l'État guinéen lui-même, parce que c'est elle qui a fait le code minier, donc plus singulièrement ce contenu local, il est de la responsabilité de l'État guinéen de faire respecter ce dispositif. Maintenant, en parlant de sous-traitance, parce que le contenu local, c'est l'emploi, la formation et la sous-traitance. Au-delà de cette sous-traitance, la question de la formation. Normalement, chaque année, les sociétés minières doivent envoyer au niveau de l'ONFPP un plan de formation pour la jeunesse guinéenne, notamment pour les stages, les formations des étudiants. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, la mine. Donc ça, c'est une autre paire de manches de la question du contenu local. Il y a la question aussi de l'emploi. On a vu à Bofa ce qui se passe. C'est parce que tout simplement, les Chinois, ils sont à la fois cuisiniers, ils sont gardiens, ils font tout. Donc ça fait que même les employés non qualifiés, les Guinéens ne peuvent pas en avoir. Malheureusement, donc l'État, normalement, doit s'imposer pour faire respecter un peu ce dispositif. Merci beaucoup. Allez-y, Jacques. L'inspection générale du travail dit clairement que c'est des machines qui peuvent seulement se permettre de certains comportements, en tout cas ce type de comportement dans la zone. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont certains problèmes qui ont été dénoncés et qui se sont amendés au fil du temps. Mais avec ces DM Chine, c'est comme si vous avez droit à tout. Se sent vraiment fort de quelque chose et puis elle se permet tout. Ces autorités-là, il faut les interpeller. Les gouverneurs des Kindia, des Bokeh, gouverneurs et préfets des Kindia et de Bokeh, parce qu'au-delà de ce qu'ils font vis-à-vis de ces sociétés qui sont guinéennes et qui donc devraient avoir le droit d'exercer, comment on appelle ça, de gérer sur le terrain en lien avec le respect du contenu local. Il y a un comportement assez dur à l'égard des travailleurs. Lorsque des travailleurs veulent manifester, par exemple, ils viennent les menacer. Ils viennent les menacer pour dire si vous faites comme ça, on va vous enlever et puis on va envoyer d'autres travailleurs. C'est comme si c'était pour eux finalement ces zones minières. Allez-y. Moi, je n'accuse pas trop les Chinois. Ce sont les Guinéens qui sont complices des Chinois. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Tout ça nous révèle des choses ce matin que beaucoup de Guinéens savaient déjà. Hallucinant. Les sociétés qu'ils citent n'appartiennent pas à des citoyens lambda. Ça appartient à des ténors de l'État. Quand on parle du Group qui appartient à Bill Gates est aux côtés du président. Et si Bill Gates a été lésé à Bokeh, je me dis que s'il a été silencieux, certainement il sait pourquoi il est silencieux. Parce que pas forcément. Pas forcément peut-être, mais je me dis que si des gens comme Bill Gates et d'autres personnes dans cette même pratique sont restés silencieux, je me dis, ils savent pourquoi ils sont silencieux. Sinon, lorsque vous êtes lésé dans pareille situation et qu'on prenne une société fictive pour la mettre au devant des choses, vous auriez dû taper du poing de la table. Pourquoi attendre tout ce temps que les choses se gâchent finalement et que l'on nous révèle, comme le fait Moussa ce matin, pour nous apprendre qu'il y a une réunion Iliko Dada qui a lieu à Bokeh? Je me dis qu'il y a une complicité quelque part entre ces Guinéens et ces Chinois. On ne peut pas dire que leur proximité avec le président peut expliquer leur silence. Je ne pense pas. De toutes les façons... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste rappelé qu'il était proche du président. Les grandes gueules. Ce que je dis, la proximité peut ne pas expliquer le silence. C'est pas ce que j'ai dit encore une fois. Dans tous les cas, moi, je préfère un Guinéen qui s'enrichit qu'un Chinois qui s'enrichit. Les Chinois sont partout aujourd'hui dans le monde entier. Ils se retrouvent dans tous les pays. Mais la différence entre les nations, c'est la responsabilité. Il y a des nations, il y a des pays dans lesquels les Chinois ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire en Guinée. On a vu des pays où les Chinois ont même récupéré le port entier. Ça dépend de la gestion, de la responsabilité des dirigeants du pays. Et en Guinée, on a la preuve nettement aujourd'hui que les Guinéens et les Chinois font ce qu'ils veulent. Et c'est dommage, on est tout le temps en train de parler de chômage, mais on a encore un lot de Guinéens qui ont le travail, mais dont le travail n'est pas stable. C'est-à-dire, à tout moment, on risque de redevenir chômeur. Et on risque de redevenir ce misérable qui ne peut même pas vivre honnêtement dans son pays. Ce n'est pas possible. On a écouté le gouverneur et bien d'autres personnes. Apparemment, du côté de CDM Chine, ils sont forts. Ils sont forts. Ça fait des années qu'ils sont sur ça. Est-ce que ces différentes réunions qui vont avoir lieu aujourd'hui ou demain vont nous permettre d'avoir une solution? Moi, je n'espère pas trop parce qu'encore une fois, ce qu'on vit là,
on est en train de constater quelque chose qu'on connaît depuis que le président de la République est là. Merci Il beaucoup, mise sur les mines, mais il n'a pas pu nous proposer quelque chose pour que les Guinéens vivent honnêtement de ce qu'on peut gagner à partir des mines. Allez-y. Alors, moi je trouve qu'il se sûr que c'est Demchine, c'est le président, ça lui appartient, c'est le premier ministre, ça lui appartient. Il n'en est rien. Si c'est ce pourquoi, monsieur le gouverneur et préfet, vous êtes fébrile face aux Chinois, ressaisissez-vous et restez concentrés sur l'essentiel. Restez concentrés, ça ne leur appartient pas du tout. Ce sont des Chinois qui sont implantés, ils doivent respecter les lois de la République, et notamment ces sociétés-là. Les sociétés qui ont fermé et celles qui travaillent la mine, pour avoir ces camions, ont été obligées d'aller contracter souvent des dettes pour celles qui ne sont pas dans des situations de sous-traitance. Ce sont des banques qui ont prêté de l'argent pour acheter des camions afin que ces jeunes Guinéens-là puissent avoir des contrats dans ces mines. On ne peut pas les mettre comme ça en insécurité parce que les banques sont à leur trousse. Il faut quand même qu'on se réveille dans ce pays. On ne peut pas badiner avec des emplois qui sont réservés 100% aux Guinéens sur un produit, sur une matière qui est dans l'utilisation n'est pas du tout, comment on appelle, qui ne peut pas être reproduit. Je pense que c'est extraordinaire qu'on puisse passer sous cette situation. Il faut vraiment que l'État tape du poing sur la table et nous attendons l'issue de la réunion. Si elle n'est pas concluante, en faveur des Guinéens cette fois-ci, nous reviendrons au studio pour questionner ceux qui ont travaillé autour. Le roi Moïse a parlé, voilà. Merci. À vous, bienvenue. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts, en simultané sur Espace TV. Rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs, on a tant rêvé, on a voulu vraiment ce débat. Eh bien, patatras, il le disait la semaine, en début de semaine dans cette émission, Abdoulaye Sow, qui n'avait pas peur du débat. Malheureusement, nous n'avons que monsieur Aboubacar Souma avec nous dans ce studio. Un manque de respect évidemment pour les auditeurs d'Espace et des téléspectateurs parce que tout était bien calé. À la fin du compte, eh ben, il n'est pas venu. Donc, Abdoulaye Sow n'est pas avec nous ce matin. C'est M. Aboubacar Souma que nous avons avec nous dans ce studio. Comment expliquer ce couac, mon cher D'abord, la proposition lui a été faite dans ce studio et il a dit qu'il était prêt à débattre avec tout le monde. Et l'adversaire qu'il avait choisi pour débattre, le co-débatteur, je vais atténuer, c'était Aboubacar Souma. Et je dois témoigner ici que j'ai eu du mal à convaincre Aboubacar Souma et nous avons eu des discussions en 2 jours et finalement il dit qu'il vient et il a des choses à dire en face, il a des choses à dire à Abdoulaye Sow et en face, il a respecté son engagement. Je ne comprends pas pourquoi Abdoulaye Sow n'est pas là. Ce manque de respect, il est à signaler, mais je crois que c'est une fuite aussi. Il a fui le débat tout simplement. Je crois qu'il n'était pas clair quand il disait qu'il était prêt à débattre avec Aboubacar Souma. Voilà, c'est aussi simple que ça. Monsieur Aboubacar Souma, bonjour. Bonjour. Camarade, salut. Camarade. Bon, déjà, vous avez remporté une première victoire, camarade, avant de commencer, parce que vous avez mis KO hors compétition votre adversaire, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui ce matin, parce que c'est un débat enrichissant que nous voulions pour tous les syndiqués, pour ceux qui pensent que le secteur, votre corporation doit se réveiller de toutes les crises qu'elle a traversées. Et puis moi je trouve que monsieur Sow s'est complètement fourvoyé, parce que ça prouve que faut faire attention à ceux à qui nous confions la gestion de notre argent. Les banquiers, c'est compliqué, parce qu'ils devraient être là. Il devrait être là. Dit, on a encore le son. Voilà, donc c'est à cause de lui on a organisé le débat. Évidemment. Quand cela se tienne, je trouve qu'il va certainement repasser, mais quand le secrétaire général du SLEC ne sera plus là, il va vouloir repasser. Ça n'aura pas de sens. C'est incroyable. J'ai appelé ce matin, il faut le rappeler. C'est la preuve que souvent les gens aiment se succéder dans les émissions, aiment bien venir, mais lorsque c'est comme un plateau, on leur donne l'espace et puis ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, ils aiment cette situation. Mais une fois qu'il y a des éléments pour les contredire, allez, on disparaît, on n'est plus là. Mais après, c'est pour s'étonner qu'on n'ait pas confiance. Je pense que ce manque de respect est à déplorer. Et puis, on aurait voulu l'avoir ici. C'est quand même il a la tête d'une structure syndicale. Il se targue de son honnêteté. Il se targue de sa volonté de sortir les travailleurs de la situation dans laquelle il se trouve. Et là, on lui demande de venir expliquer aux Guinéens
en face avec un autre Guinéen qui est sur le même terrain que lui, on ne le voit pas. L'objectif, c'était savoir. vraiment la réconciliation, c'était vraiment de... Et surtout de d'enterrer la comprendre, HDK, parce qu'il y a beaucoup ouais. de non-dits, finalement, je crois, à Kumbassa ce matin. Je l'ai appelé ce matin, l'ami Nabaïso, parce que apparemment, c'est Jacques qui était censé appeler Abakar Souma. On avait, nous deux, nos joueurs qu'on devait envoyer sur le terrain. Ouais. Le mien a signé forfait, malheureusement. Je l'appelle tout à l'heure, il me dit qu'il est en assemblée générale. Voilà. Comme s'il ne savait pas qu'il y avait émission. Et ce n'est pas grave, les Guinéens peuvent tirer toutes les conclusions. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Monsieur Souma, bienvenue dans cette émission. Très bonne année 2021 à vous. Merci en tout cas de respecter évidemment les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Espace. 2020, si on fait un peu replay, qu'est-ce que vous pouvez retenir de l'année 2020 ? Dans le cadre syndical, hein, Oui, bien sûr. évidemment. Bon, ce que je peux retenir de l'année 2020, c'est d'abord, cette année a été marquée par la pandémie, Oui, qui, au plan, n'est-ce pas, de la scolarité, oui, a joué sur le programme, sur le déroulement, n'est-ce pas, correct des programmes. ouais, Et ça a joué aussi sur nous, ouais, syndicalistes, surtout du SLEG, ouais. qui avions déclenché, n'est-ce pas, un mouvement de grève. Donc cette pandémie a fait en sorte que on a eu à suspendre cette grève sans, n'est-ce pas, que nos revendications aboutissent. Donc l'année 2020 vraiment a été aussi une année au cours de laquelle nous avons perdu, n'est-ce pas, notre éminent syndicaliste, Ouais, Lumbemba Souma, ouais, qui est membre fondateur du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et qui a écopé 17 fois la prison pour la défense des intérêts des enseignants et qui vraiment a été respectueux des statuts et règlements et qui vraiment se donne corps et âme pour défendre les travailleurs de l'éducation et les travailleurs en général. ouais. Donc cette année vraiment c'est une année qui n'a pas apporté, n'est-ce pas, grand-chose par rapport à, n'est-ce pas, à nos revendications, par rapport même à la vie des êtres humains, parce que nous, sur le plan international aussi, sur le plan mondial, c'est une année qui a vu la perte des millions de personnes. Effectivement, avec Corona entre autres. Ouais. Alors, Et beaucoup de chefs d'État, d'anciens chefs d'État aussi sont décédés. oui. Donc c'est une année vraiment que ne souhaiterait pas revenir. C'est pas faute de vous avoir, de vous être battu, mais finalement, avec quelles leçons vous ressortez de l'année 2020 ? S'il y avait à changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé dans le combat que vous avez mené ? C'est votre manière. Qu'est-ce que vous pourriez changer ? En tirant le bilan de tous les combats que vous avez engagés en 2020. Bon, vous savez, le combat syndical, c'est un combat permanent. Ouais. Ce que je peux tirer comme leçon, c'est que nos revendications n'ont pas été... Non, c'est pas vous. Allez-y. Nos revendications n'ont pas été satisfaites. Le gouvernement a fait la sourde oreille. Le dialogue, n'est-ce pas, a été interrompu, a été bloqué d'ailleurs, c'est parce que ça n'a pas été ouvert. Donc vraiment, nous sommes déçus de la part de notre partenaire, puisque selon les textes qui nous régissent, lorsque le travailleur se plaint, lorsque le travailleur revendique, il est, n'est-ce pas, de son droit, du droit, n'est-ce pas, de l'autorité, n'est-ce pas, de le faire appel sur la table et discuter le problème et trouver une solution. Bien. Mais la grève, je vous dis que la grève que nous avons utilisée n'a pas été utilisée par plaisir. Parce que nous ne voulions pas remettre en cause la formation de nos enfants. Nous l'avons utilisée parce que c'était la dernière arme. Nous avons tout fait pour que le gouvernement nous fasse appel pour qu'on puisse discuter, pour ne pas arriver là. D'accord. Parlons du bilan du SLEG que vous conduisez. Parce que au départ, tout le monde a acclamé Abakar Souma en disant qu'il a mené un combat qui a fini par aboutir. Sauf qu'au fur et à mesure, Abakar Souma, le virevoltant syndicaliste, a fini par disparaître des radars. Dites-nous ce que devient le SLEG finalement. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis clairement dans les yeux, le SLEG ne fait plus peur. Non, écoutez, on n'est pas là pour faire peur. Hein. Non, mais on n'est pas là pour faire peur. Vous le faisiez au départ. Le gouvernement n'est qu'un partenaire. Oui. Ils n'ont pas peur de nous, nous sommes des partenaires. On vous appelait le nous lion. Ensemble, non. On vous appelait le lion au départ. Oui, non. Enfin, c'est parce que nous sommes très respectueux. On pense que Kassouri vous a éteint. Ah bon? Ben si. C'est pas possible. Comment il nous a éteint? Ah mais, parce qu'il a gelé les salaires.
Mais il a réussi. C'est ça. Vous n'êtes plus. Écoutez, c'était pas un combat entre Kassouré et moi. Oui. C'était pas un combat entre le gouvernement et moi. C'est un combat légitime. Un combat pour revendiquer les droits des travailleurs, des enseignants. Ouais. Donc ce n'était pas une lutte entre Kassouré et moi. C'est lui qui en a considéré comme ça. Ouais. Comment expliquez-vous l'état du SLEG aujourd'hui? Le SLEG qui au départ... Le SLEG continue son combat. Jusqu'au moment où la pandémie, n'est-ce pas, est arrivée. Oui. Le SLEG était dans son combat. Comment expliquez-vous l'état de santé? Et on tenait partout au niveau de toutes les écoles. Donc on n'a pas disparu. L'état de santé fragile du SLEG aujourd'hui. On sait qu'au départ, vous avez des soldats qui étaient reconnus, Oumar Tounkara, Roméo et tout cela, mais au bout d'un temps, tous ceux-ci ont fini par vous quitter. Vous êtes pratiquement le seul à mener le combat aujourd'hui. Expliquez-nous comment cela est arrivé. Justement, c'est vous les journalistes là qui interprétez comme ça. Pas du tout. C'est un constat que nous faisons. Si. C'est vous qui interprétez comme ça. Les grandes gueules. Et Tounkara, qui a fait une faute lourde. Laquelle? Laquelle? Il était secrétaire général adjoint du SLEG. Comment se fait-il qu'en assemblée générale ou en réunion du bureau, que nous arrêtions, n'est-ce pas, une décision ensemble et que lui, il vienne contre cette décision? Alors qu'en matière de démocratie, c'est la majorité qui doit remporter. Quelle que soit ta position, n'est-ce pas, syndicalement, lorsque vous votez, n'est-ce pas, une décision, elle doit être acceptée par tout le monde, même ceux-là qui étaient contre. Mais lui, nous avons décidé ensemble de déclencher la grève. Et jusqu'au bout. Donc comment se fait-il que lui, il puisse, n'est-ce pas, avec de ses accointances avec le pouvoir, n'est-ce pas, venir par après, puis ses accointances? Oui, bien sûr. Ah bon? Il a reçu l'argent. Quand il a reçu l'argent, tout le monde le sait. Vous avez eu les preuves? Oui, nous avons les preuves. De qui? Les preuves. L'argent de qui? Du gouvernement, de certains membres du gouvernement. À combien? Dans un premier temps, il a reçu 150 millions. Oumar Tounkara? Oui, Oumar Tounkara, dans un premier temps, il a reçu 150 millions. On était, n'est-ce pas, au siège, on l'a appelé, quelqu'un l'a appelé, il s'est fait accompagner par un autre, n'est-ce pas, qui l'a entraîné aussi, qui n'est plus aussi avec nous. Roméo? Oui, non, pas Roméo. Je vais taire son nom. Mais ils sont allés prendre l'argent. Donc depuis lors, c'est fini. Chaque fois que nous tenions des réunions, donc c'est une haute trahison. C'était une top parmi nous. Chaque fois qu'on était en réunion, on terminait la réunion, automatiquement il rendait compte à la primature. Nous avons été informés, il était tout le temps à la primature. Donc voilà, Tounkara, il a enfreint, n'est-ce pas, à nos textes juridiques. Donc pour cela, d'abord il a été averti, il a été suspendu, il a récidivé, on l'a exclu. C'est conforme à nos textes. Il en est de même pour Roméo. Justement, on va aller au cas par cas. Oui. Tounkara qui reçoit 150 millions pour un départ. Est-ce le seul montant qu'il a reçu ou il y a eu d'autres montants? Il y a eu d'autres que nous ne pouvons pas dire directement, mais il y a eu d'autres. Le cas de Roméo, par exemple, parce que c'est une histoire de voiture qui a occasionné tout cela. On apprend que Thibou lui a offert une voiture, ce qui a occasionné son départ ou son renvoi du SLEG. Est-ce que vous le confirmez? Non, ce n'est pas à cause du fait qu'il a reçu la voiture qu'on a renvoyée. Lui aussi, il a fait une faute lourde. Ouais. D'abord, il a même joué le même rôle que Tounkara. Il a sabordé, n'est-ce pas, notre mouvement. Il a tenu une déclaration, n'est-ce pas, en démobilisant les enseignants au nom du Bureau exécutif national, lorsque le gouvernement a fait appel, n'est-ce pas, au travail de l'éducation pour recevoir, n'est-ce pas, pour accueillir le président de la République qui était à l'étranger. Il a passé un communiqué au nom du Bureau exécutif national, n'est-ce pas, invitant les enseignants à ne pas respecter cet appel-là du gouvernement, sans se référer. On l'a suspendu de ça. Ensuite, lors d'une de nos marches, la marche qui devait être vraiment, c'était la dernière marche que nous avons organisée. Les enseignants ont pris le départ ici à l'aéroport, n'est-ce pas? Avant d'arriver à Matam, il a fait une déclaration comme quoi la solution est trouvée et que nous faisons appel aux enseignants de venir se présenter à notre siège. Donc il a fait arrêter notre mouvement. Et ce jour-là, les enseignants allaient le brûler. Et c'est moi qui l'ai défendu. Et je suis qu'il a reçu la voiture. Les gens disent qu'ils vont brûler la voiture. C'est moi qui leur dis non. On l'a averti. Mais depuis lors, il nous a abandonnés. Il a quitté. Il n'est plus venu au siège. Pendant plus de 3-4 mois. Malgré les appels qu'on lui a lancés, il n'est plus revenu. On l'a envoyé, n'est-ce pas, une lettre d'avertissement.
Ensuite, une note, n'est-ce pas, de suspension. Et enfin, on l'a exclu parce que les grandes gueules. Conforme à nos textes. Bien. Alors, Monsieur Aboubacar Souma, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. dans le Guinée, même allez-y. ordre d'idées, camarades, il se trouve que, au niveau de ceux que vous accusez ce matin, il se trouve qu'eux également démontrent que pendant la grève, notamment la première, des démarches ont été menées, par en tout cas l'une des personnes que j'ai rencontrées, et que tellement la grève avait atteint son paroxysme, des approches ont été faites vers vous, notamment pour que vous puissiez également rentrer en possession d'une voiture. Une voiture dont le montant, je ne me rappelle plus de montant, mais celui qui a reçu l'argent a été lui-même au parc, qui se trouve à Yimbaya, trouver la voiture pour vous la donner au nom d'un membre du gouvernement. Qui? Ça, c'est la première. Oui. Vous pouvez dire, il sait que je parle de Roméo, bien entendu. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous auriez entrepris la construction d'une maison. Et tout ça, c'était pendant cette grève, puisque en ce moment-là, vous aviez le vent en poupe. Le SLEG faisait extrêmement peur au gouvernement. Par rapport donc à la construction d'une maison, c'est pas la maison que vous occupez actuellement du côté de truc, c'est pas cette maison, mais une autre maison. Et puis le troisième point sur lequel, le troisième point sur lequel je souhaiterais vous entendre, ce sont les études de votre fille, le financement de ses études. De son garçon en Égypte. Oui, exactement, du garçon. Bon, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas, le financement des études de votre enfant. Alors, donc, les démarches qui ont été menées pour que cet argent puisse être donné, le montant et tout cela, essayez de nous éclairer. Merci beaucoup. Comment Souma est devenu aussi... Parce que je ne comprends pas ces derniers temps. Je disais qu'il y a un front anti-Souma ces derniers temps, parce que moi, entendre, je veux dire, ces anciens collègues, Roméo et Tunkara, je suis juste abasourdi, quoi. Je me suis dit, mais c'est dommage qu'on puisse finir comme ça, à la fin du compte. Qu'est-ce qui s'est-il passé, monsieur Souma? Bien, merci. D'abord, je commence par la première question de Moussa. Oui. Par rapport à la voiture. Oui. À la voiture. Et vous avez dit qu'à un certain niveau, lorsque la grève a atteint son paroxysme, qu'un membre du gouvernement est venu me voir ça pour tenter de me corrompre afin de stopper la grève. À votre avis, le constat que vous avez fait, parce que ça c'était pendant la grève pour les 40%. Est-ce que un jour vous m'avez entendu faire une déclaration pour suspendre la grève? Jamais. Tous ceux qui avaient cette velléité-là ont été contrés. Notamment, je ne vais pas citer son nom, mais je suis obligé. Le secrétaire général de la FESABAG était venu rencontrer... Ablesso était venu rencontrer en ce moment-là les travailleurs, les anciens à notre siège pour essayer de les sensibiliser afin que nous arrêtions la grève. Mais ce jour-là, et ça n'a fallu de peu qu'on écrase sa tête, parce que les gens ont pris les chaises pour aller, n'est-ce pas, le coigner. Et c'est moi qui suis intervenu ce jour-là. Donc, ça veut dire que nous, quel que soit le niveau que la grève a atteint, moi, il n'y a jamais eu d'approche. Vous ne reprenez pas. Roméo a-t-il été à ce parc à Yimbaya, à M. Souma, par rapport à ce véhicule? RAV4. Oui. Écoutez. Couleur grise. Écoutez. Oui. Antoine. Écoutez. Je vous le dis en toute honnêteté. Lorsque nous venions pour les rencontres avec le gouvernement, Roméo est venu me dire que on dit que le véhicule dans lequel là que tu roules là vraiment c'est un véhicule qui est vieux, qui est vétuste, qui est vétuste. Ouais. Il faut le changer. Ouais. On était en plein combat. Ok. Oh, qui? Un ministre. Okay. Qui? Thibou? Non. Qui est ce ministre? Non. Il ne vous a pas dit le nom du ministre. Le nom importe peu. C'est un haut cadre de l'État. Il dit que celui-ci lui a dit de changer mon véhicule. Oui. Je dis, je ne veux pas de véhicule. Non, mais pour l'histoire, M. Souma, c'est très important, parce que c'est votre honneur là en jeu. Oui, effectivement. Qui est ce ministre? Non, attendez. Le ministre a un nom quand même. Mais le ministre a certainement voulu... Allez-y. Je dis, il m'a dit que on propose que je change mon véhicule. Je dis que je ne change pas de véhicule. Mon véhicule là, je ne le change pas. On continue comme ça. On a continué le combat.
il a insisté. Je dis non, je n'en veux pas. Jusqu'à ce qu'on a abouti. Les grandes gueules. Notre revendication. Ça a été signé. On a signé les 40%. Nous les avons obtenus. Parce qu'on a dû. Les tractations étaient telles qu'on a proposé d'accepter 20%. J'ai dit non, c'est inacceptable. Parce que c'est un droit qui nous a été indûment arraché. Donc, c'est notre droit. Il est non négociable. Il faut les 40%. On m'a fait toutes sortes de propositions. Je n'ai pas accepté. On a fait des propositions, n'est-ce pas, à Tunkara, qui était le président de la commission de négociation, parce que c'est ça, c'est notre règle. Le secrétaire général passe la table de négociation. Il met en place un comité, il désigne un président, et c'est ce comité-là qui doit, n'est-ce pas, négocier au nom de l'organisation. Et le secrétaire général est le recours, comme le fait le gouvernement. Ce n'est pas les ministres qui vont négocier, il y a une équipe de négociation qui va. Donc, après une négociation, après l'aboutissement de ces revendications de 40% là, on est venu me dire encore, tout a dit que, de toute façon, l'intéressé tient à faire le cadeau. À faire le cadeau. Vous avez reçu vos 40%, prenez la voiture. Oui, vous avez reçu 40%, prenez la voiture. Oui. J'ai dit, venez. J'ai convoqué le bureau exécutif national. Il a exposé le problème. On a débattu. La majorité a dit, bon, en général, comme de toute façon, la proposition a été faite pendant la grève, tu n'as pas changé, tu n'as pas pris. Maintenant qu'on a abouti, nous te poussons, nous acceptons à ce que tu prennes la voiture. Un bureau exécutif national. Ouais. Tunkara est témoin. Roméo lui-même, il est témoin. Donc, le bureau a désigné 4 personnes. Les grandes gueules. Pour aller voir l'intéressé. Qui leur a donné l'argent. Ils sont allés acheter la voiture. La RAV4 en question. Après les revendications. Ouais. Est-ce qu'après ça, mon général, vous avez eu un sentiment de redevabilité? Parce que ça existe, c'est le social. Le social tient le tout en Afrique. Par rapport à qui? Non mais, quand on vous offre une voiture, vous étiez dans votre voiture de galère, la voiture avec... C'est pas une voiture de galère. Non, mais vous avez fait... Non, c'est une voiture de galère. C'est eux qui ont considéré que c'est une voiture de galère. Moi, parce que c'était pas ma première voiture. J'ai eu des voitures ici, n'est-ce pas, de belle qualité. Hein. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Ah oui, vous êtes un bon vivant. Oui, c'était pas ma première voiture. Hein. Ah oui, d'accord. Et en ce moment-là, moi-même, je voulais acheter une RAV4. J'avais déjà l'argent et j'avais déjà fait la commande. Mais RAV4, monsieur Souma, et la voiture dans laquelle vous rouliez, c'est pas le même confort. Je vous dis en toute honnêteté, au moment où on a engagé la grève de 40%, j'avais déjà l'argent pour acheter une RAV4. D'accord, donc c'est venu à point nommé. Mais pendant la grève, j'ai utilisé tout l'argent là. J'avais déjà fait lancer ma commande. Parce que moi, j'ai des anciens élèves qui sont en Europe qui m'envoient des voitures. D'accord. Est-ce que j'avais déjà commandé? Donc l'argent là, près de 50 millions que j'ai utilisé pour soutenir la grève. C'était mon propre argent. Qui essaie de s'intéresser, M. Souma? Le donateur. Non, Sentiment. Non, c'est très important. Là, je suis d'accord. Là, je me réserve de dire son nom, mais ce que je puis dire, c'est que la décision a été prise en bureau exécutif. Aujourd'hui, vous êtes vis-à-vis reconnaissant de cet intéressé, oui ou non? Ah, bien sûr. Donc il y a un sentiment de redevabilité. Non, il n'y a aucun sentiment de redevabilité parce que de toute façon... La personne est membre du gouvernement. Après ça, écoutez... La personne est membre du gouvernement. Oui, mais après ça, il y a eu des revendications, non? Oui ou non? Oui, mais ça, avec beaucoup de température, vous avez tempéré avec beaucoup de modération. C'est pas vrai, on a essayé de nous... Pourquoi vous refusez de dire le nom? Je ne dirai pas le nom. C'est Tibou Kamara? Non, je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom. C'est pas Tibou Kamara? Non, je dis que je ne dirai pas le nom. Non, mais attendez, il n'est pas obligé. J'apprécie tout de même son honnêteté parce que cette version des faits, il ne l'avait pas encore donné. Le fait pour lui de reconnaître tel qu'il a reçu la voiture. Je trouve que c'est honnête. Voilà. On va essayer d'évoluer avec le débat. Allez-y, Antoine. On va évoluer avec ce conflit qui a été ouvert entre vous et votre adjoint, entre vous et votre général, je parle d'Abdoulaye Sow, qui finalement, avec qui vous étiez très d'accord au départ et qui finalement a fini par se séparer de vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le divorce... C'est plutôt lui qui a quitté. Bon, dans tous les cas, il va nous expliquer qu'est-ce qui a occasionné le divorce entre vous et Abdoulaye Sow. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Parce qu'apparemment, il aurait agi au nom du SLEG sans votre avis. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Vous êtes là pour ça, M. Souma? Oui, parce que, de toute façon, Abdoulaye Sow n'est pas un ennemi. Il y a eu un moment où
on était d'accord. Et on était amis. Mais comme on m'avait prévenu que c'est un monsieur qui n'est pas tout à fait clair. Qui n'est pas correct. Dans les agissements, je mesure un peu le mot. Dans les agissements, je dis que moi, il est de mon caractère de vérifier les faits. Donc je suis allé avec Ablesso. On a organisé le congrès. C'est moi qui devais être secrétaire général. Nous représentants, c'est moi qui devais être élu. De l'USTG. De l'USTG. Je l'ai cédé. Après beaucoup de tractations, beaucoup d'interventions. Même notre plateforme, la société civile d'adhésion, la PECUD, est intervenue pour ça. Les grandes gueules. Que je puisse laisser le secrétaire général Asso, puisque j'étais déjà devant un front, le SLEG. On avait engagé, n'est-ce pas, un combat. Donc je ne devais pas être sur les deux fronts, être secrétaire général de l'USTG et secrétaire encore du SLEG. Donc il dit qu'il ne pourra pas gérer, il faut accepter qu'il soit le secrétaire général. Et c'est dans ces conditions, dans ces circonstances-là que j'ai accepté qu'il soit secrétaire. Il connaît. Sinon, tout le monde, toute le structure. Qu'est-ce qui vous a Pourquoi le divorce? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mis le divorce? C'est que il n'a pas été honnête avec moi. Lorsque nous étions en pleine grève, et lorsque d'abord les 11 centrales avaient voulu nous appuyer, il a organisé un voyage. En laissant la consigne à la FESABAG de ne pas du tout céder, de ne pas accompagner ces 11 centrales. Il est parti. Avec tout ce qui avait été pris comme disposition, ces centrales-là n'ont pas pu nous accompagner parce que la FESABAG ne s'est pas intéressée. Et chaque fois qu'on les interpellait, ils disaient « Ah, on va sensibiliser, on va sensibiliser. » Nous, c'est un secteur stratégique, c'est un secteur financier, donc il faut qu'on sensibilise nos adhérents. Donc on est resté à sensibiliser jusqu'en fin, ils ne nous ont pas appuyés. Deuxièmement, les primes d'incitation qui sont signées là, parce que c'était le résultat des opérations d'assainissement, n'est-ce pas, du fichier de l'éducation, qui était, dont, n'est-ce pas, le fruit devait être reversé sur la salaire indiciaire conformément au protocole d'accord de janvier 2010, n'est-ce pas, dans son point 2. Donc c'est le fruit de ce résultat-là qui est payé actuellement la prime. Donc, nous, lorsque ces résultats nous avaient été présentés, nous avons dit au professeur Bano, qui était le président à l'époque, que les résultats sont insignifiants. Parce qu'il nous avait annoncé au départ que déjà dans sa gibecière, il avait une bagatelle de 11 000 fictifs qui étaient déjà en réserve. Donc, il nous a rassuré qu'en procédant à une éventuelle vérification, on aurait engrangé beaucoup plus qui ne dépasserait, donc n'est-ce pas, le résultat dépasserait même les 8 millions qu'on réclamait. C'est ce qui a fait qu'on s'est engagé dans ce processus d'assainissement. Donc, maintenant, enfin, il nous demande, il dit que c'est 5 500, n'est-ce pas, fictifs qui ont été récoltés. Au lieu de 11 000. Au lieu de 11 000. Donc, on a dit non, ça c'est inacceptable. On ne peut pas. Il a estimé ça en francs, n'est-ce pas, guinéen. On a dit, si on divise ça par le nombre d'enseignants, on a dit que ça c'est insignifiant. On a rejeté le résultat, on n'a pas signé. Donc, soit encore, pour que nous puissions signer, on a dit qu'on ne signe pas. Donc, il a dit, quand le gouvernement a fait appel à ces syndicats, n'est-ce pas, qui sont à sa solde, pour signer. Tonkara et autres. Non, attends, non, pas Tonkara, le FSPE, SLEG de Kadetba et autres là, pour signer, n'est-ce pas, cette affaire de choses-là. Pour signer sur le protocole là, pour maintenant allouer ces primes d'incitation là aux enseignants, parce que c'était une manière de casser notre grève, et comme son nom l'indique, inciter les enseignants à aller dans les classes. Donc Ablesso a ordonné à Tonkara, à Mohamed Bangoura, d'aller signer au nom du SLEG. Et il est parti en Europe, au Canada, pour se soigner. Et avant, la ceinture là, n'est-ce pas, s'est faite devant lui. Il devait voyager le soir, la nuit.
je l'ai appelé, je dis, Général Sow, il faut faire une déclaration avant de quitter. Je dis, parce que ces éléments-là ne faut pas, n'est-ce pas, signer ce pouvoir-là et que toi, tu sois là sans dire un mot. Il dit non. Il n'a pas fait, il est parti. Il dit, considère que je ne suis pas là. Ok. Il est parti. Bien. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission. On aura une prolongation, ça c'est sûr, hein, parce qu'il y a tas de questions ce matin à poser, évidemment, au général Aboubacar Souma, il faut le rappeler, il est le secrétaire général du SLEG. Et lui, il était dans notre émission. C'est bien sûr Monsieur Sow qui était là lundi. On va essayer d'avoir cet extrait et à 11h, on revient. Je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Avec Souma, entre autres. Avec Souma, avec n'importe quel leader syndical. D'accord. N'importe lequel. Bon. Ici, sur un thème de votre choix. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à débattre. J'ai dit, on va essayer d'organiser ça. Et vous-même, vous allez tirer les leçons. Celui qui va essayer de désister, on informera les auditeurs. Vous êtes prêts pour jeudi? Je vais informer Souma. Souma, certainement, il nous écoute en ce moment. Et j'ai dit, comme ça, on va l'inviter dans ce studio pour savoir un peu ce qui se passe. Moi, je suis prêt. Voilà, entre vous et Souma. C'est plus simple. Préparé, Sow Abdoulaye est prêt à tout débat et avec n'importe qui.